3 minutes dans tous nos studios. Nous avons avec nous en ligne Miloud Chenoufi, qui est membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire de recherche Raoul Dandurand, également professeur des forces canadiennes. Nous disons donc bon après-midi au professeur Chenoufi. Oui, bonsoir à vous. Comment ça va, professeur? Ça va très bien, merci. Oui, mais ça va très bien, même quand ça va mal, parce que ça va mal dans le monde. Hein? Malheureusement, c'est exactement le moindre qu'on puisse dire. Oui. Alors là, je ne sais pas, là, est-ce que c'est arrivé comme ça? On n'analyse même pas qui a pu le faire. Est-ce que c'est le Hamas? Est-ce que c'est l'armée israélienne? Bombarder un hôpital et condamné presque unanimement par le monde entier, certainement le monde arabe. Alors, je ne vois pas un seul qui appuie Israël dans les circonstances. Est-ce que c'est peut-être une bonne raison pour permettre aux belligérants de trouver une porte de sortie, non? Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que, voyez-vous, l'allié principal d'Israël dans ce conflit, à savoir les États-Unis, euh, ont participé à blâmer les Palestiniens pour le bombardement de l'hôpital. Alors, bien entendu, les probabilités que ça ne soit pas Israël sont très faibles, puisque de toute façon, le bombardement d'installations civiles n'ont pas cessé depuis le début des hostilités. Et dans le passé, quand Israël a bombardé la bande de Gaza, eh bien là aussi, les installations civiles ont été ciblées. Et puis, il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'un crime de guerre présumé. Aussi, vous avez les États-Unis qui ont aujourd'hui posé leur veto au Conseil de sécurité pour empêcher une résolution qui appelait à une halte aux opérations pour donner la possibilité à ce que l'aide humanitaire parvienne aux Palestiniens de Gaza. Par ailleurs, les bombardements après l'attaque contre l'hôpital n'ont pas cessé. Et donc, le massacre de Palestiniens se poursuit dans la bande de Gaza et se conjugue à un blocus total, c'est-à-dire que ce sont des populations civiles qui sont à la fois bombardées, mais aussi affamées et assoiffées. Professeur, c'est dommage pour Joe Biden parce que j'ai considéré que sa position était juste dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que les informations qu'il donnait à partir de services de renseignement étaient justes et s'avéraient toujours justes. Mais là, tout de suite, à brûle-pourpoint et en déplacement en Israël, pour porter cette affirmation-là? Est-ce qu'il ne risque pas d'être manqué par cette prise de position-là pour le reste de sa présidence? Certainement, mais je crois qu'il n'en a cure à partir du moment où ça ne va pas lui faire mal aux élections. Par ailleurs, vous savez, ce n'est pas la première, c'est une gaffe. Hein. La terminologie qu'il a utilisée, c'est en anglais the other team, en disant c'est l'autre équipe qui a commis ce forfait, comme si on assistait à un match de soccer. Mais au début aussi, il y a quelques jours, il a repris une information, une fausse information, une fake news, selon laquelle il y aurait une vidéo dans laquelle des enfants israéliens auraient été décapités par le Hamas. Ça a été ensuite démenti, mais lui-même a repris de tels propos. Donc, je suis d'accord, là, le propos est plutôt farfelu cette fois-ci, mais plus fondamentalement, vous avez un deux poids, deux mesures morales, dépendamment de qui est la victime. Et ça, malheureusement, c'est une marque constante de la position américaine dans le conflit israélo-palestinien. Vraiment dommage parce que
c'est le seul pays, les États-Unis sont le seul pays qui ont de l'influence sur Israël. Vous savez, c'est très facile de faire de la pression sur les Palestiniens et les amener à la table de négociation Mhm. pour une solution pacifique. Mais Israël, c'est beaucoup plus compliqué et le seul pays qui peut le faire, ce sont les États-Unis. Quand Et les je États-Unis donnent un feu vert, eh bien, à l'action armée, ben, cette action armée ne s'arrête pas. Et ça, c'est, je dirais, je ne sais pas si c'est le terme, le moment d'utiliser ce terme en disant à son corps défendant, parce que la leçon est là. Il y a quand même 2, 3 années que les États-Unis ont décidé de déplacer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem Mhm. et personne n'a suivi ce signal. Donc, en cette matière, personne, aucun autre pays, à ma connaissance, n'a suivi le signal. À ma connaissance, ça devrait suffire pour dire aux États-Unis qu'ils n'ont pas le lead sur la question, qu'ils ne sont pas pris au sérieux dans le sens d'être justes et de vouloir vraiment l'émergence de 2 États dans ce coin de terre. Mhm. En fait, vous avez raison. Je veux dire, il y a une sorte d'unanimité dans le monde, surtout à l'extérieur de l'Occident, mais aussi auprès des forces politiques en Occident qui sont favorables à une résolution diplomatique, pacifique et durable qui rétablisse les droits, les Palestiniens dans leurs droits. Il y a une sorte d'unanimité sur le fait que la position des États-Unis est très problématique depuis des années déjà. Hein, depuis des années déjà. Le problème, c'est que tous les, justement, rejettent la position américaine, n'ont pas assez d'influence dans ce conflit pour imposer une autre logique, pour mettre à la fois les Israéliens et les Palestiniens sur une autre voie. Et tout le monde se sent en fait désarmé face à la position américaine. C'est vrai que aux yeux de l'histoire, le jugement va être très sévère, et en tout cas pour le moment, les Américains ne semblent pas prêts à faire un geste ou s'engager dans une stratégie qui mette un terme à ce conflit. Moi, quand je regarde les joueurs importants dans la région, je ne parle même pas de l'Iran. Moi, je regarde, parce que l'Iran, c'est connu, c'est la bête noire des Américains. Et puis, de toute façon, si les Américains sont au nord, l'Iran doit se trouver au sud, n'est-ce pas? Mais c'est l'Arabie saoudite que je regarde. C'est l'Égypte que je regarde. Il y a personne qui marche dans les pas des Américains. Au contraire, cette rencontre que les États-Unis devraient avoir avec les différents leaders, cette rencontre a été annulée tout simplement parce qu'il n'y a personne qui marche dans les pas des Américains. En fait, vous avez entièrement raison. Hein, je veux dire, la crédibilité des États-Unis dans la région, même auprès de gouvernements qui sont considérés comme alliés ou amis, hein, notamment les deux que vous avez cités. Traditionnellement, l'Arabie saoudite est un pays qui est très proche des États-Unis et la même chose pour l'Égypte. Mais vous avez tout à fait raison de souligner que les relations se sont nettement refroidi. Ça témoigne effectivement d'une baisse de l'influence diplomatique dans la région. Les États-Unis ne sont plus aussi capables qu'ils l'étaient dans le passé de donner des ordres et que ces ordres-là sont suivis. Ça, c'est incontestable, absolument incontestable. Et en fait, en ce qui concerne l'Arabie saoudite, les premiers signes d'une autonomie, si on peut s'exprimer ainsi, de la politique étrangère de l'Arabie saoudite, c'est au lendemain de la guerre en Ukraine, lorsque les Américains pensaient réellement que les Saoudiens allaient d'une part participer aux sanctions contre la Russie et d'autre part inonder le marché du pétrole de telle sorte à faire effondrer les prix et en faisant s'effondrer les prix du pétrole, détruire l'économie russe. Et les Saoudiens ont dit
dit non. Non seulement ils ont dit non, mais en plus, ils ont rejoint le fameux BRICS. Hein. C'est une sorte de pays à économie émergente dont fait partie la Russie. Et récemment, ils ont rétabli les relations diplomatiques avec l'Iran, qui est considéré comme étant, comme vous l'avez bien dit, la bête noire à la fois des États-Unis et d'Israël. Et puis, vous savez, le prince héritier, qui est le véritable patron politique en Arabie Saoudite, et bien, quand les hostilités ont commencé entre Israéliens et Palestiniens, eh bien, il a pris le téléphone et puis il a parlé au président iranien. Vous comprenez? Et bien sûr, la position totalement alignée des États-Unis sur Israël, notamment maintenant que les Palestiniens se font tuer par milliers, hein, il faut bien le dire, et cette position n'a pas changé, ce qui enrage d'autant plus les pays de la région. Le problème, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ils ne peuvent pas changer le cours des choses parce qu'ils n'ont pas d'influence ni sur Israël ni sur les États-Unis. Maintenant, lorsqu'on regarde par qui le scandale est arrivé, à qui le crime profite, j'ai moi-même regardé du côté de Benjamin Netanyahou, qui est censé être servi par un système de renseignement qu'on dit sans faille, n'est-ce pas? Et qui n'a pas pu voir que le Hamas se armait jusqu'aux dents au point de pouvoir faire un coup semblable comme ce dernier coup-là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un cadeau empoisonné que ce serait servi Benjamin Netanyahou, compte tenu que cette guerre-là ne peut pas donner l'immunité à Benjamin Netanyahou et que même à un moment donné, il va y avoir des contre-coups de cette guerre. Si victoire il y a, ce sera une victoire à la Pyrrhus. Oui, effectivement. Alors, écoutez, vous savez, la politique israélienne, elle est très, très complexe parce que la classe politique ou l'électorat est très atomisé. Donc un leader comme Netanyahou qui dirige le gouvernement aujourd'hui ne peut former un gouvernement que s'il est allié avec d'autres partis politiques et notamment avec des petits partis qui ont des fois juste 3, 4, 5 élus au Parlement, mais qui sont des minorités de blocage. Euh, c'est ce qui rend très difficile de faire des prévisions pour l'avenir. Ce que nous savons, par contre, c'est que tous les sondages qui ont été faits en Israël depuis le début des hostilités ont prouvé que les Israéliens blâment Netanyahou et son gouvernement pour l'échec du renseignement ou l'échec de la prévention d'une telle opération. Alors, cela risque. Et puis, vous savez, Netanyahou n'est pas un leader populaire. Hein. Il ne l'est plus depuis très très longtemps. Et même maintenant que le pays est assez uni à cause des hostilités, ça ne signifie pas qu'ils sont unis derrière lui. Alors, effectivement, politiquement, il est dans une situation qui est fragile. Dès que les armes vont se taire, beaucoup de gens vont faire de la pression pour le pousser hors du pouvoir. Et vous savez, Netanyahou, c'est vrai qu'il a été au pouvoir pendant très longtemps, depuis les années 90. C'est le Premier ministre qui a servi le plus longtemps dans l'histoire du pays. Malheureusement, il est très difficile de voir actuellement des leaders en Israël qui soient capables de porter comme projet un règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Je veux dire, il y a une sorte de consensus entre tous les courants politiques en Israël pour continuer la colonisation des territoires palestiniens et le confinement des Palestiniens ou le maintien de Gaza comme prison à ciel ouvert. Et ça, c'est très problématique. Professeur, dernière question. On a toujours dit que cette zone-là est une poudrière et que la moindre étincelle pourrait faire éclater la région, n'est-ce pas, embraser la région. Est-ce qu'on n'a pas à cette dernière étincelle-là? En fait, regardez bien, même, même si le conflit ne s'étendait pas à la région, c'est déjà une situation catastrophique à cause de la misère humaine que ce conflit a provoqué. Maintenant, il est important effectivement
centralité de la question palestinienne et de ce conflit, parce que ces dernières années, on a eu tendance à l'oublier. Et on a eu tendance à l'oublier sous l'hypothèse que, en fait, le conflit n'avait plus aucune importance, qu'il fallait se déplacer et s'occuper de la Chine, de la mer de Chine et de l'Asie du Sud-Est. Et on se rend compte aujourd'hui à quel point on avait tort. Vous savez, M. Jack Sullivan, qui est un personnage très élevé dans l'administration du président Biden dans le domaine de la sécurité et de la défense et de la diplomatie, a dit une semaine avant le début des hostilités que le Moyen-Orient n'avait jamais été aussi calme depuis 20 ans et que cela permettait aux États-Unis d'aller s'occuper d'autres choses ailleurs dans le monde, que ce soit l'Ukraine ou la Chine. Eh bien, on voit à quel point cette lecture des événements est fausse et les événements nous rappellent aussi la centralité de la question palestinienne. Un dernier point à ce propos, c'est que, vous savez, les conflits au Moyen-Orient, même s'ils ne s'étendent pas en termes de théâtre des opérations militaires, ils ont des effets bien au-delà de leur frontières. Et ça se transforme en radicalisation. Et nous l'avons vu à travers les attaques en France et en Belgique, et radicalisation religieuse, mais une radicalisation d'extrême droite aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ce monsieur aux États-Unis, dans l'État de l'Ohio, qui a assassiné à coups de couteau, plus de 20 couteaux, un gamin de 6 ans qui avait le malheur d'être palestinien. Voilà. Et donc, vous comprenez que l'humanité a intérêt à la stabilité dans cette région et l'humanité a intérêt à que le conflit israélo-palestinien connaisse une solution négociée juste qui permette donc d'assurer la stabilité dans le futur. Mais c'est quand même, depuis un certain temps, on n'a jamais, on dirait qu'on prenait pour acquis qu'on va laisser la bande de Gaza, la bande qu'elle est et la manière dont elle est menée, n'est-ce pas? Et on oublie la question palestinienne, surtout la résolution du conflit par l'établissement de 2 États, n'est-ce pas? Et là, on commence à entendre ce discours-là, comme quoi il pourrait y sortir quelque chose de bon dans cette guerre qui est absolument néfaste. Vous savez, les esprits rationnels, sages et modérés vont aboutir à la conclusion que vous venez de décrire. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, votre question me permet de revenir sur un élément important. Il fut un temps, dans les années 90, où la logique de la paix négociée était sur la table et elle était apportée par les modérés des deux camps. Et les extrémistes des deux camps disaient qu'il y a une alternative à la négociation avec les Palestiniens ou avec les Israéliens. Et du côté israélien, on disait qu'il est tout à fait atteignable comme objectif de maintenir la sécurité d'Israël sans qu'il y ait un État palestinien et sans reconnaître les droits palestiniens autres que des petites autonomies à l'échelle la plus locale. Et il comptait réaliser cet objectif-là avec 2 éléments. Le premier élément est celui de l'usage systématique de la force, la continuation de la domination par la colonisation, etc. Et le deuxième élément que les gouvernements israéliens successifs ont cherché à appliquer, c'est d'établir des relations diplomatiques bilatérales avec des pays arabes sans que la question palestinienne ne soit incluse. Et sous Donald Trump, il y a eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, mais il y a eu aussi l'établissement de relations bilatérales entre Israël et les Émirats arabes unis, entre Israël et le Bahreïn, entre Israël et le Maroc, sans que la question palestinienne ne soit évoquée. Et c'est un peu cela qui a poussé les gens à penser que la question palestinienne était complètement caduque, et on espérait même, c'était un peu le discours, quelques semaines avant le déclenchement des hostilités, que ce processus-là allait être bouclé une fois que l'Arabie saoudite et Israël établissaient des relations diplomatiques. Et on voit aujourd'hui à quel point ces calculs étaient tout à fait erronés. Et c'était erroné même
de la part du Hamas qui pense qu'il est possible de vaincre militairement. Je crois qu'il n'est pas possible pour eux de le faire. Ils peuvent effectivement déclencher des hostilités, mais ils ne peuvent pas gagner une guerre contre une puissance qui est beaucoup plus forte. Ils peuvent ramener la question à l'ordre du jour. Est-ce qu'on dirait que c'est une bonne chose? Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose parce qu'on avait tendance à l'oublier, mais effectivement, ce n'est jamais par la violence qu'on peut résoudre cette problématique. Professeur Miloud Chenoufi, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire de recherche Raoul Dandurand et professeur au Collège des Forces canadiennes. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. Au revoir.